Il y a 84 millions d'années. De nombreux mammifères modernes, ainsi que des oiseaux, des groupes d'insectes et même les premières plantes à fleurs existent déjà. Les dinosaures sont encore là aussi. Il leur reste environ 20 millions d'années avant l'astéroïde. Le T-Rex, un chasseur intrépide, devient le roi des dinosaures. Et la Terre s'est inclinée de 12 degrés. Imagine notre planète comme une truffe au chocolat. L'enveloppe est dure, le centre est visqueux, avec une matière semi-solide. Sa couche supérieure, la croûte, est constituée de plaques tectoniques qui sont comme des puzzles. Les continents et les océans reposent sur ces plaques. Il y a 84 millions d'années, le manteau et la croûte ont commencé à tourner autour du noyau externe de notre planète, puis sont revenus en arrière. Si tu avais pu voir cela depuis l'espace, on aurait dit que la planète entière s'était renversée d'un côté. Aujourd'hui, cela aurait déplacé la ville de New York, là où se trouve la Floride. Disons que notre planète est comme une toupie. Elle tourne parfaitement si le poids sur la toupie est uniformément réparti. Mais si tu déplaces une partie du poids vers un côté, elle s'incline. Cela peut être dû au déplacement des plaques tectoniques et au fait que l'une d'entre elles s'enfonce sous une autre. Nous pourrions être en train de boire de l'eau plus ancienne que notre système solaire. Certains scientifiques pensent que l'eau que nous avons sur Terre pourrait provenir de grains de glace qui flottaient dans une sorte de nuage spatial il y a plus de 4,5 milliards d'années. Les lacs ne sont pas toujours paisibles et relaxants. Ils peuvent aussi exploser. Cela se produit lorsqu'il y a des gaz volcaniques sous la surface qui peuvent éclater, remonter à la surface et causer de gros dégâts. La rotation de la Terre ralentit avec le temps. Chaque année, la Lune reçoit un peu d'énergie de notre planète et s'en éloigne lentement. Ces deux phénomènes allongent nos journées, mais très lentement, environ 1,4 millisecondes tous les 100 ans. Cela signifie que lorsque les dinosaures existaient, la journée durait 23 heures. Notre planète était autrefois violette. Selon une théorie, les anciens microbes ne comptaient pas sur la chlorophylle pour absorber le soleil, mais sur d'autres molécules. Elles absorbaient la lumière verte et renvoyaient une jolie couleur violette. Chaque fois que tu te baignes dans l'océan, souviens-toi que tu nages au-dessus de plus de 700 000 milliards de dollars en or. Non, pas au fond de l'océan en attendant que quelqu'un le sorte, mais dans de minuscules particules dispersées partout dans l'eau. L'endroit le plus profond de notre planète est la fosse des Mariannes, un endroit situé dans l'océan Pacifique, sous la surface de la mer. Mais l'endroit le plus profond qui n'est pas recouvert par l'océan se trouve en Antarctique. Techniquement, il est caché sous d'épaisses et profondes couches de glace. C'est à plus de 2500 mètres sous le niveau de la mer. Chaque jour, 60 tonnes de poussière tombent de l'espace sur notre planète. Il est probable que tu inhales une bonne quantité de cette poussière cosmique en allant simplement au travail. Il s'agit de poussière, de petites particules provenant de comètes, de météorites et de certains autres corps spatiaux. Dallol, en Éthiopie, est l'endroit habité le plus chaud de notre planète. Entre 1960 et 1966, la température était de 41 degrés Celsius et même en hiver, la température monte à 37 degrés Celsius en moyenne. 8 minutes et 20 secondes, c'est le temps que met la lumière du Soleil pour aller du Soleil jusqu'à notre planète. C'est encore peu comparé au temps nécessaire à la lumière pour atteindre Pluton, 5h30. Près de 70% de l'eau douce dont nous disposons dans le monde est retenue dans les calottes glaciaires et les glaciers. Plus de 96% de la quantité totale d'eau sur Terre se trouve dans les océans. La Terre est comme une sorte de gros aimant. Son noyau interne est une sphère constituée de fer solide entourée de fer liquide. Toutes ces variations et ces changements de densité et de température créent une sorte de force qui fait que le fer produit des courants électriques. Ces courants sont alignés par la rotation de la planète et ensemble, ils créent un champ magnétique. Il y a beaucoup d'étoiles dans la Voie lactée, 100 milliards, mais beaucoup plus d'arbres sur notre seule planète, environ 3000 milliards. Tu peux dire quel est l'âge de l'arbre que tu regardes grâce à ces cercles. Ils peuvent également te renseigner sur les conditions d'une année spécifique. Lorsque ces anneaux sont fins, cela signifie qu'il y a eu une sécheresse, tandis que les anneaux épais indiquent qu'il s'agissait d'une période pluvieuse. La Terre est une planète magique où même les pierres peuvent marcher. Du moins certaines d'entre elles dans la vallée de la mort en Californie. Elles laissent des traces pour que tu puisses suivre le chemin qu'elles ont parcouru. Certains des plus gros rochers ont laissé derrière eux des traces qui pouvaient atteindre 460 mètres de long. Les rochers dont le bas est lisse se déplacent librement, tandis que ceux dont la surface est rugueuse ont tendance à laisser des traces droites. Le monde qui nous entoure est constitué d'atomes, et il semble être solide. Mais 99,99% d'entre eux sont juste de l'espace vide.
Un atome n'est qu'un noyau très petit et un nuage d'électrons qui l'entoure. Ces électrons sont des particules, mais ils agissent comme des vagues. Ils ne sont pas concentrés en un seul point, mais répartis sur une gamme de probabilités et occupent beaucoup d'espace. En supprimant l'espace vide de nos atomes, tous les humains pourraient tenir dans un espace très réduit, comme le volume d'un morceau de sucre. L'Australie se déplace lentement vers le nord, de 7 cm par an, à cause des mouvements tectoniques. L'Australie se trouve au sommet de plaques tectoniques continentales qui se déplacent plus rapidement que les autres. Il faudrait 400 000 lunes pour atteindre le niveau de luminosité du Soleil. Cela semble beaucoup à première vue, mais la Lune ne fait que refléter la lumière provenant du Soleil. Elle ne produit pas la sienne. Et même cela ne suffit pas. Sa luminosité dépend de l'angle exact entre le Soleil, la Lune et la Terre. La planète sur laquelle nous vivons avait autrefois 2 lunes. Ou du moins, certains scientifiques le pensent. Ils croient que le côté de la Lune qui fait face à la Terre est relativement plat et bas, tandis que l'autre côté est beaucoup plus épais et a plus de croûte. La théorie dit qu'il y avait autrefois une deuxième Lune qui entrait en collision avec ce côté plus épais. Certains pensent qu'il y a toujours une deuxième Lune. Il pourrait s'agir non pas d'un corps spatial géant que nous pouvons clairement voir dans le ciel, mais d'une sorte de petit astéroïde attiré dans l'orbite de la Terre. L'air n'est pas composé principalement d'oxygène, il est composé à 78% d'azote. Si tu veux voir des rochers très escarpés, va au Canada, au parc national Ahuhuituk. Il possède le plus grand dénivelé du Canada, la falaise la plus haute et la plus abrupte, avec 105 degrés de surplomb et 1220 mètres de roche. Une équipe de 4 hommes américains a finalement réussi à atteindre le sommet en 1985, bien qu'il y ait eu 30 tentatives pour cela auparavant. Il leur a fallu 33 jours pour y parvenir. Le Pacifique, l'Atlantique, l'Indien et l'Arctique sont les 4 océans du monde. Le 5e correspond à l'océan austral. Il n'est pas défini par les continents qui l'entourent, mais par son courant antarctique qui va d'ouest en est. Les recherches montrent que le courant a été créé il y a plus de 30 millions d'années, lorsque l'Amérique du Sud et l'Antarctique s'étaient séparés. Cela a permis à l'eau de circuler au fond de l'océan sans aucune barrière. La fonte des glaciers et des nappes glaciaires signifie qu'il y a plus d'eau dans les océans. Cela ajoute le poids supplémentaire de tout ce liquide qui fait pression sur le fond de la mer, ce qui le fait couler. La surface de la Terre semble solide et relativement permanente, mais tous les 500 millions d'années, elle subit un processus de régénération. Les plaques tectoniques s'entrechoquent, la croûte continentale crée une pression sur la croûte océanique et cette pression active les volcans. Au fil du temps, tout cela a pour effet de régénérer et de remplacer une grande partie de la surface de la Terre. Tout comme notre corps régénère les cellules de notre peau, en remplaçant les anciennes par les nouvelles. De toutes les planètes du système solaire, la Terre est la seule dont la croûte externe s'est brisée en d'énormes surfaces appelées plaques tectoniques. Il s'agit d'un processus important qui a permis la formation de fosses océaniques et de montagnes et qui contribue également à la protection de la Terre. Lorsque les plantes microscopiques qui vivent dans l'océan disparaissent, elles tombent au fond de l'océan. Les restes retournent à l'intérieur de notre planète et sont recyclés et finissent par se retrouver dans l'atmosphère, nous protégeant ainsi de la chaleur excessive pouvant nous transformer en Vénus, la planète la plus chaude de notre système solaire. Ta voiture tombe en panne au milieu de l'autoroute et ne veut plus démarrer. Un conducteur sympathique s'arrête à proximité et sort des câbles de batterie pour relier ta voiture à la sienne. Quelques étincelles et ton véhicule reprend vie. C'est ainsi que la vie a commencé sur Terre. En quelque sorte. Il existe une théorie selon laquelle la vie a démarré sur Terre de cette façon, il y a des milliards d'années. Tout a commencé avec des nuages dans le ciel. Tu as certainement déjà vécu cette situation où tu voulais sortir t'amuser, mais la pluie qui tombait à verse dehors t'a seulement donné envie de rester blotti au fond de ton lit. Mais les éclairs et le tonnerre t'empêchent de dormir. N'ayant rien de mieux à faire, tu réfléchis à la façon dont se forment les éclairs. Lorsqu'un orage se produit, l'air froid et l'air chaud se rencontrent. L'air chaud monte pour créer des nuages d'orage qui produisent des gouttelettes. Et l'air froid en dessous contient des cristaux de glace. Pendant un orage, les gouttelettes et les cristaux s'agitent dans tous les sens. Tout ce remue-ménage crée des charges électriques dans les nuages. Si tu as déjà remplacé les piles d'une télécommande, tu as dû voir les symboles plus et moins à chaque extrémité de la pile. Le plus est l'endroit où se trouve la charge positive et le moins, celui où se trouve la charge négative. Et tout comme les piles, les nuages ont leur plus et leur moins. Les charges positives se trouvent au sommet, tandis que les négatives se trouvent, tu l'auras deviné, en bas.
Lorsque la charge du bas génère suffisamment de puissance, le nuage laisse échapper de l'énergie. En voyageant dans l'air, l'énergie cherche des objets chargés positivement, comme un poteau ou un arbre. Et lorsqu'elle le trouve, l'énergie est libérée et la foudre frappe. Ces éclairs peuvent frapper n'importe quoi sur le sol ou voyager de nuage en nuage. Et le tonnerre se produit à cause de l'air chaud et en expansion rapide. Il y a des milliards d'années, la Terre n'était pas tout à fait comme aujourd'hui. Les orages étaient beaucoup plus fréquents que nos jours. Et la vie était encore dans sa phase expérimentale. Les éclairs ont peut-être été la clé pour faire démarrer la vie en produisant l'un des minéraux les plus importants pour la vie, le phosphore. L'ADN, l'ARN et les membranes cellulaires n'existeraient pas sans lui. Il est essentiel à toutes les étapes de notre vie, de la croissance et de la mobilité à la reproduction. Tout ce qui fait ce que nous sommes se trouve dans notre ADN, ces fameuses doubles spirales auxquelles sont accrochées des protéines. Mais qu'est-ce que les éclairs et le phosphore ont à voir l'un avec l'autre? Le phosphore clignote-t-il dans le ciel chaque fois qu'un orage se produit? Pas vraiment. Lorsque la foudre frappe le sol, elle crée des éléments appelés fulgurites, ou minéraux vitreux qui ont fusionné sous l'effet de la chaleur provoquée par la foudre. Et lorsqu'ils apparaissent, ils prennent la forme de l'éclair lorsqu'ils frappent le sol. De nouvelles études suggèrent que les fulgurites pourraient libérer du phosphore lorsqu'elles sont dissoutes dans l'eau. Ce faisant, le phosphore est capable de former des biomolécules qui contribuent à la formation de la vie. À l'époque, les volcans étaient aussi très nombreux à entrer en éruption fréquemment. Donc, avec les anciennes sources d'eau chaude, on peut supposer que la foudre tombait à proximité et produisait des fulgurites à côté de ces sources. Les scientifiques ont pu estimer que pendant les premiers jours de la Terre, 1 à 5 milliards d'éclairs ont pu se produire. Donc, au cours du prochain milliard d'années environ, nous pouvons nous attendre à 1 trillion d'éclairs, ce qui fait beaucoup de zéros. Avec tous ces éclairs et impacts de foudre, le phosphore a pu saisir sa chance de démarrer la vie lorsqu'il s'est dissous dans l'eau. Et bien sûr, ce n'est pas seulement le phosphore, mais un mélange de nombreux composés chimiques et minéraux qui ont été nécessaires pour parfaire la recette. Une autre théorie sur la façon dont la vie a démarré sur Terre commence loin dans l'espace, très loin de notre petite planète bleue. Les météorites volaient dans l'immensité intersidérale. La vie sur Terre a commencé il y a environ 4 milliards d'années. Ces météorites étaient occupées à voler dans tous les sens, et beaucoup d'entre elles ont frappé la Terre dans sa forme la plus primitive. Les scientifiques affirment que ces météorites transportaient des composés chimiques essentiels à la création de la vie. Certains de ces ingrédients importants étaient des composés à base de carbone, notamment des sucres et des acides aminés. Et ils avaient besoin de cycles humides et secs pour se lier au niveau moléculaire afin de finaliser le processus. Une fois que la vie a été injectée sur Terre, nous avons pu voir les premiers organismes se développer il y a environ 3,7 milliards d'années. N'oublie pas qu'il n'y avait pas beaucoup d'oxygène dans l'air ni dans l'eau par rapport à aujourd'hui. Mais ces organismes microscopiques ou microbes ont laissé leur marque avec une certaine molécule de carbone produite par les êtres vivants. Mais la vie telle que nous la connaissons aujourd'hui n'existerait pas sans oxygène, cet élément invisible qui maintient tout en vie. Il y a environ 2,4 milliards d'années, ces microbes ont commencé à se transformer et sont devenus les premiers photosynthétiseurs de la Terre. Ils fabriquaient leur nourriture en utilisant l'eau et les rayons du soleil tout en libérant de l'oxygène dans le processus. Avec la multiplication de ces nouveaux organismes, l'augmentation de l'oxygène a rendu l'environnement plus difficile pour les microbes. Mais cela a commencé à poser les bases du cycle de la vie. Une nouvelle ère a vu le jour pour ceux qui pouvaient absorber de l'oxygène. Les mammifères et autres organismes ont plusieurs types de cellules. Des cellules osseuses, des cellules de peau, des cellules musculaires, etc. Ces microbes étaient des organismes unicellulaires. Mais avec l'apparition de l'oxygène, beaucoup de ces microbes ont commencé à fusionner avec d'autres microbes pour devenir des organismes pluricellulaires. Avance rapide de quelques milliards d'années et nous tombons sur certains des premiers animaux. Il y a environ 800 millions d'années, les niveaux d'oxygène dans l'océan et les mers n'étaient pas encore aussi élevés qu'aujourd'hui. Mais parmi les plus anciennes créatures sur Terre se trouvaient les éponges. Les scientifiques ont pu le déterminer en étudiant l'ADN sur des échantillons de roches datant de l'époque où les éponges sont apparues. Ils affirment également que les éponges ont accéléré l'augmentation des niveaux d'oxygène en mangeant des bactéries, les éliminant dans leur phase de décomposition. Puis,
Il y a environ 580 millions d'années, d'autres créatures ont commencé à apparaître. Les niveaux d'oxygène commençaient à être acceptables pour que la vie s'épanouisse, et de nombreuses autres créatures à l'aspect bizarre ont peuplé le fond de l'océan. Les plus anciennes espèces de méduses étaient déjà là. Elles ressemblaient à de minuscules extraterrestres venus d'une autre planète. Et environ 40 millions d'années après la fin de cette période, beaucoup de ces étranges créatures ont commencé à disparaître. C'est alors que les scientifiques ont pu trouver des traces de créatures ressemblant à des vers qui étaient capables de se terrer dans le fond de l'océan. C'est probablement l'un des premiers signes d'évolution pour la survie. Puis, il y a environ 530 millions d'années, l'évolution a passé un cap. Il y a eu de nombreuses nouvelles créatures avec des parties du corps jamais vues auparavant. Des coquilles, des épines et d'autres éléments corporels ont permis à certains de ces nouveaux animaux de survivre et de se frayer un chemin dans les fonds marins. Et peu après, quelques millions d'années plus tard, les premières vraies vertèbres primitives sont apparues chez une créature ressemblant à une anguille. C'était la première créature à posséder une colonne vertébrale. Au cours du million d'années suivant, beaucoup de ces animaux ont commencé à développer des corps, à base de squelettes et de cartilage. Et après de nombreuses divisions, les amphibiens sont apparus, et les animaux à quatre pattes ont commencé à marcher sur la surface de la Terre. Il faut aussi noter que de nombreuses extinctions massives ont eu lieu en cours de route, mais au final, la vie a continué à évoluer. Avec l'apparition de nombreuses plantes et animaux, le paysage s'est transformé. De nombreuses catastrophes naturelles ont eu lieu, ainsi que des périodes glaciaires qui ont gelé les terres et les mers. Pour ajouter au chaos général, de nombreuses éruptions volcaniques et des tremblements de terre ont continué à modifier l'aspect de la Terre. Les premiers primates sont apparus il y a environ 4 millions d'années. Et depuis lors, les singes ont commencé à se ramifier jusqu'à ce que les humains finissent par entrer en scène. En comprenant ces théories, les scientifiques sont capables d'observer d'autres planètes présentant des conditions similaires. Nous pourrions assister à la naissance de la vie sur une autre planète. Bien sûr, cela prendrait des milliards d'années pour se produire, mais c'est tout de même prometteur. Une main fantomatique géante s'étend dans l'espace. Ses doigts sinistres tendent la main vers un nuage rougeoyant qui ressemble à de la lave spatiale en fusion. Bien que cela ressemble à une scène tout droit sortie d'un film de science-fiction, c'est 100% réel. La main s'est formée après qu'une énorme étoile se soit effondrée au cours de l'énorme explosion d'une supernova. L'explosion a créé une nouvelle étoile qui déborde d'énergie. L'énergie dégagée par l'étoile est si grande qu'elle a fait tourbillonner les débris de l'explosion autour d'elle. C'est ce qui a créé cette main à l'aspect surnaturel. La main est si grande qu'elle s'étend sur une distance colossale de 150 années-lumière. Quant à la structure ressemblant à de la lave qu'elle cherche à atteindre, il s'agit en fait d'un énorme nuage de gaz. Même si c'est un peu effrayant, c'est totalement inoffensif. Et tu peux t'endormir ce soir sans craindre qu'une main fantomatique géante de l'espace ne te sorte du lit. Il y a une étoile bizarre cachée dans les profondeurs de l'espace qui semble s'allumer et s'éteindre de façon aléatoire. On l'appelle l'étoile de Tabi, et sa lumière s'éteint à des intervalles irréguliers et pendant des durées vraiment étranges. Il y a eu beaucoup de théories sur la cause de ce phénomène, des pluies de météores aux interférences spatiales. L'hypothèse d'une pluie de comètes a été rapidement écartée. La poussière des comètes qui bloquerait la lumière disparaît au bout de quelques mois. L'étoile de Tabi s'éteint lentement sur des décennies, donc le timing ne correspond pas. Cela ne peut pas non plus être dû aux planètes, car aucune planète n'est assez grosse pour bloquer autant la lumière d'une étoile. Après des années de spéculation, les scientifiques ont enfin trouvé une explication à cet étrange phénomène. L'assombrissement et l'éclaircissement sont en fait le résultat de la poussière spatiale. Un anneau de poussière entoure l'étoile, ce qui bloque temporairement sa lumière. Au 8e jour de sa mission, en 2019, le rover lunaire chinois a découvert quelque chose de vraiment étrange sur la face cachée de notre Lune, qui a attiré l'attention du monde entier. Alors qu'elle naviguait autour d'un groupe de cratères lunaires, elle a repéré quelque chose de vraiment bizarre qui se cachait dans l'un des trous de la Lune. Il s'agissait d'une substance colorée semblable à du gel que nous n'avions jamais rencontré auparavant. La curieuse matière était d'une riche couleur vert foncé et brillait comme des diamants. Après un an d'analyse de l'échantillon de cette substance étrange, qui mesurait 50 cm de long sur 15 cm de large, les scientifiques sont enfin arrivés à une conclusion. L'effet scintillant semble provenir du verre. Dans l'espace, il apparaît généralement à la suite de la fusion d'un impact. Cela signifie qu'il provient très probablement d'une comète ou d'une roche qui a heurté la Lune et a fondu lors de la collision.
Mais même s'il est probable que cette substance étrange ne soit qu'une roche fondue, les scientifiques n'en sont pas sûrs à 100%. Cela est dû au fait que les photos ont été prises dans de mauvaises conditions d'éclairage et qu'il y avait un tas d'autres facteurs qui ont fortement altéré la qualité des images. Le jury n'a toujours pas tranché dans cette affaire. Un énorme concombre de l'espace flotte dans la galaxie et personne ne sait vraiment d'où il vient ni pourquoi il est là. Bon, ce n'est pas exactement un concombre, ni un cornichon. Il s'agit plus probablement d'une roche très allongée. Les scientifiques pensent qu'elle pourrait dépasser 1 km de long tout en étant large de seulement 165 mètres. Elle se déplace si rapidement qu'il est impossible qu'elle soit liée à la gravité de notre Soleil, ce qui signifie que l'objet étrange a été formé quelque part en dehors de notre système solaire. Nous ne savons même pas depuis combien de temps il erre dans l'espace. On estime qu'il est entré dans notre système solaire à l'époque victorienne, mais qui sait où il a voyagé avant cela? Pendant des années, on nous a dit qu'il y avait 8 planètes dans notre système solaire. 9 si l'on compte Pluton, qui a été expulsé du club il y a quelques années. Mais tout cela pourrait bien être sur le point de changer. Il y a peut-être un énorme monde secret qui se cache au milieu de notre système et que les scientifiques appellent Planète 9. Cette planète, encore non découverte, pourrait se trouver bien au-delà de Neptune. Il y a des amas d'orbites apparemment inexpliquées dans cette région et cette 9e planète cachée pourrait l'expliquer. La planète, si elle existe, ferait 10 fois la taille de la Terre, mettrait au moins 10 000 ans à tourner autour du Soleil et serait située 200 fois plus loin que notre planète. C'est pourquoi il a été si difficile de l'identifier, car il est presque impossible d'en prendre une photo. En 2019, 30% de la zone dans laquelle la planète est susceptible de se trouver avait été fouillée. Il faudra encore au moins 2 ans pour couvrir la zone restante. Pendant ce temps, nous attendrons cramponnés à nos sièges, ou pas. D'étranges ondes radio descendent sur la Terre et les scientifiques sont déconcertés. Ces sursauts radio rapides sont soudains, inexpliqués et ne durent que quelques millisecondes. Nous avons détecté ces signaux étranges pour la première fois en 2007 et depuis, les chercheurs se grattent la tête. Ils semblent venir de l'extérieur de la Voie lactée, à des millions d'années-lumière. Pour que nous les captions d'aussi loin, ils doivent émettre plus d'énergie en une fraction de seconde que le Soleil en 80 ans. La plupart de ces signaux ne se sont manifestés qu'une seule fois, ce qui aurait rendu leur identification beaucoup plus facile, jusqu'à ce que tout cela change en 2017. En août, un signal a été capté qui s'est répété 93 fois, ce qui a écarté les spéculations selon lesquelles les signaux étaient causés par des événements ponctuels aléatoires. À ce jour, nous ne savons toujours pas ce qui cause ces signaux. En 2014, la NASA a capturé une image surprenante du Soleil qui a montré qu'il aimait peut-être se déguiser. Une tempête éclatante de champs magnétiques a donné au Soleil l'apparence d'une lanterne flamboyante. Ce qui est encore plus étrange, c'est que l'image a été capturée le 8 octobre. Cela a été possible grâce à ce qu'on appelle les régions actives. Ce sont en fait des zones du Soleil qui ont des niveaux de lumière et d'énergie plus élevés. C'est ce qui donne l'aspect flamboyant des images. La lumière forme 2 yeux, un nez et une large bouche dentelée qui sourit. Heureusement, ce look n'est qu'une coïncidence et il n'y a pas de passionnés de sculpture sur citrouille qui se cachent dans les profondeurs de l'espace. Les fans d'astronomie ont repéré ce qui ressemblait à une cuillère sur la surface de Mars. Elle était à moitié recouverte de poussière. Ils l'ont remarqué après la publication des images d'un rover martien. Mais aussi effrayante que puisse paraître cette argenterie suspecte, ce n'était qu'un effet de lumière. La cuillère n'est qu'un vieux caillou ordinaire, bien qu'il ait une forme un peu bizarre. Le jeu d'ombre sur la photo fait que l'objet ressemble encore plus à une cuillère. Ce globe oculaire cosmique flottant quelque part parmi les étoiles n'est pas un œil de taille normale. Il a un incroyable diamètre de 1060 km. L'une des lunes de Saturne, Thétis, est devenue une sorte de célébrité pour les fans de l'espace. Cette lune sphérique présente un grand cratère qui la fait ressembler à un globe oculaire interplanétaire géant. Il y a même une série de pics à l'intérieur du cratère qui ressemblent à un iris. Saturne a une bande de 60 lunes au total, et Thétis n'est pas la seule qui ressemble à un objet terrestre aléatoire. Prométhée ressemble à une pomme de terre, Atlas ressemble à une pita fraîchement servie dans un restaurant grec, et Mimas ressemble même à un vaisseau spatial menaçant. Et puis il y a ça, un œil de chat géant en plein milieu de l'espace. Son nom officiel est NGC 6543, mais c'est long et un peu ennuyeux, alors la plupart des gens l'appellent la nébuleuse de l'œil de chat. C'est d'ailleurs l'une des premières nébuleuses à avoir été découverte.
Comme d'autres nébuleuses, elle a été formée par une étoile qui s'est débarrassée de sa couche externe de gaz. Le gaz s'est détaché et a produit cette structure étonnante et intrigante. L'étoile rejette cette couche de gaz tous les 1500 ans. Chaque fois qu'elle fait cela, elle crée une nouvelle coquille de poussière spectaculaire. Moi, ça ne fait pas ça quand je rejette du gaz.